Bonjour à tous, bienvenue sur Premier Cru, votre podcast qui décrypte le monde du vin. Ici, on parlera de bouteilles, on parlera de vignerons et de tout ce que vous n'avez jamais réellement compris au sujet du vin. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet dont tout le monde a été au moins confronté une fois dans sa vie, les termes chez un caviste, donc les mots du vin. Et pour ça, on reçoit Livon Campagnoli. Salut Livon. Salut. Caviste. Est-ce que tu peux nous parler de ta profession, te présenter dans un premier temps ? Donc moi, Livon Campagnoli, je suis rentré dans le monde du vin en 2016, ça va faire bientôt 10 ans. J'ai fait sur les 10 ans quasi 8 ans et demi en tant que caviste dans 2 caves différentes et 1 an et demi en tant que chef sommelier dans un restaurant étoilé sur Vingt-Avrain. Ok. Voilà, donc j'ai commencé sur les entreprises qui ont démarré petit et que j'ai vu grandir peu à peu. Donc c'était intéressant parce que plus ça grandit, plus on fait rentrer de variétés différentes de vins, plus on étoffe notre sélection. Et ça fait un bon moment que je fais boire pas mal de gens en fait. Voilà. Et d'où est venue cette passion du vin ? Qu'est-ce qui t'a donné ce déclic ? C'est réellement une passion Alors, moi j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie. Et avant d'être dans le vin, j'étais dans le médical. Alors, ça n'a rien à voir avec le médical, mais le vin, c'est toujours quelque chose qui m'a plu, mais qui me questionnait. J'étais pas vraiment dedans, mais ça m'a toujours intéressé depuis que j'étais petit. À savoir que mon premier verre, j'avais 6 ans. Merci mamie pour ça. C'est un peu tôt, hein. C'était coupé avec de l'eau, hein. Mais du coup, en pleine reconversion, je suis allé voir mon caviste. J'ai dit voilà, votre métier m'intéresse, mais personnellement, je n'y connaissais rien. J'étais limite à croire que le rosé, c'était un mélange de vin rouge et de vin blanc. C'est classique. Je savais mais limite, voilà, le classique, je ne connaissais rien des régions, rien à part 2-3 noms vite fait. Et de là, en fait, il m'a dit, OK, si tu veux, il faut que tu fasses un BTS commercial. Donc, je suis parti à l'IFCO sur Marseille et j'ai fait une formation de conseiller commercial en vin et spiritueux. OK. Ça a duré 1 an. Chouette. Et de là, j'ai bossé pour la première entreprise qui était Simplement Vin, avec Julien Maranaki et Laetitia. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. Bravo. Et ça, j'étais content pour un gars qui n'était pas bachelier d'avoir un niveau Bac+2. Et c'est le vin, ça m'a tout de suite beaucoup transporté parce que ça sortait de l'univers du médical, où c'est très beau l'univers du médical, mais c'est un autre monde. Et là, j'ai connu les dégustations, les rencontres avec les vignerons, les paysages idylliques, les maisons avec les pierres à l'ancienne, tout ça. Ça mélange dans les études du vin des choses que j'adore, c'est-à-dire la géographie, l'histoire, le goût. Et c'est vraiment un univers, et ça, c'est ce que m'avait dit Julien. Le premier mot, il me dit, sache que le vin, c'est le partage. Et c'est vrai que c'est pas que le partage de partager une bouteille ou quoi, c'est le partage d'une connaissance, d'une passion, d'un savoir-vivre. Et ça fait partie de l'histoire de notre pays, en plus. Complètement. Donc, c'est une religion chez nous. Donc, du coup, c'était les meilleures études de ma vie. Et donc, la reconversion, c'est assez facile. Le conseil que tu as donné aux gens qui veulent se reconvertir, qui sont tombés amoureux du milieu du vin, ça a été assez simple? Ouais, carrément. Enfin, pour se reconvertir dans le vin, le plus difficile, c'est de trouver quelqu'un qui vous prend en stage. À partir de là. Mais c'est ouvert à tout le monde. Voilà. C'est ouvert à tout le monde. Faut être, juste intrigué. Il faut pas avoir, il faut pas avoir un niveau de ouf, que ce soit au niveau gustatif, avoir un palais déjà formé. Vous allez vous le faire, le palais. C'est juste, en fait, une formation où vous prenez plaisir à jouer avec vos 5 sens, à jouer avec la vue, l'odorat, le goût, même le toucher. Et ça va réactiver des milliers de madeleines de Proust dans votre tête quand vous allez goûter. Sur tous les cours de sommellerie où on passait des fioles numérotées, on devait se taire. Et chaque fois, ça me rappelait moi... Il y a un côté un peu alchimiste. Ah oui, mais carrément. Et chaque odeur que vous allez sentir, vous les connaîtrez. Et pour moi, les plus pénibles à trouver, c'était tout ce qui était boisé, acacia, tout ça. Ça, c'était vachement compliqué. Mais ça me rappelait chaque fois des souvenirs avec ma grand-mère, en fait. Voilà. Donc, quand j'étais petit, elle me bâillonnait les yeux, elle me faisait sentir les saveurs. C'est la même chose. On a tous eu déjà ce côté un peu nostalgique d'une senteur, d'une odeur, un truc qui nous ramenait en enfance. Ah, bien sûr. Puis, c'est même des études, ils ont prouvé, ils le font chez des personnes atteintes d'Alzheimer pour leur stimuler leur système cérébral et pour leur rappeler pas mal de souvenirs. Du coup, ça rejaillit. Le cerveau est fait pour apprendre et rien de mieux que les sens. Et là, voilà. L'univers du vin, c'est un univers qui est quand même
fantastique dans le sens où c'est rempli d'histoires, où vous allez rencontrer des gens qui sont passionnés, des gens bien. Bon, pas que, mais quand même, pas mal de gens bien. Et on va pouvoir goûter pas mal de choses. Le vin du même domaine ne peut souvent ne pas avoir le même goût d'une année à l'autre. C'est ça qui est... c'est un truc infini là-dessus. Et donc, ton métier de caviste, tu peux nous expliquer un peu tes missions au quotidien? Qu'est-ce qu'un caviste? Alors, un caviste. Le caviste, clairement, il a pour fonction première de sélectionner une gamme de vins, une gamme d'alcool, tout simplement, parce que le caviste ne vend pas que du vin, on vend vraiment de tout. De se faire une sélection et après de pouvoir proposer aux clients qu'est-ce qui leur plairait. Avec toujours une question en tête, et ça, c'est ce que m'avait dit mon prof de sommellerie, Christophe Caro, que je salue s'il nous voit, que c'est toujours accord mes vins, mes clients. Voilà. Il faut que ce soit en accord avec le goût de la personne. Si la personne, il aime pas ce type de vin, même si ce serait ce qui apporterait, ce qui conviendrait au mieux avec votre plat, ben vous n'allez pas lui servir parce qu'il n'aimera pas. Donc, c'est savoir cerner le goût, la sélection, enfin, ce que veulent les gens. C'est savoir après être efficace lorsqu'on doit faire un contrôle des commandes, si elles sont arrivées en bon état, s'il manque rien, et les ranger. Beaucoup de logistique. Voilà. Boulot de caviste, il faut vous dire un truc, pour ceux et celles qui veulent faire ce métier, c'est quand même, dans votre journée, quand ça tourne beaucoup et tout, que vous faisiez pas mal de commandes, notamment novembre et décembre, la période la plus importante pour un caviste, c'est 50 à 60% de manutention, quoi. C'est beaucoup de logistique, c'est porter des cartons, les ranger, les stocker, les mettre en rayon. Après, c'est merchandising. Moi, c'est ce que j'adore, ça. Vous faites une présentation, vous mettez des décors. Une belle vitrine pour attirer le client. Et c'est joli, les bouteilles. Exactement. Et savoir de quoi on parle. Donc, après, évidemment, toujours des échantillons pour goûter en équipe, voir ce que l'on pense. Et ça, c'est le gros du métier de caviste, c'est manutention, logistique, sélection du vin, merchandising. Et après, il y a les petits côtés qui sont très sympas, les dégustations, par exemple, la Savime, millésime bio. Donc ça, c'est les grandes manifestations du vin. Ça fait partie de la sélection, justement. J'en viens à cette question. Comment vous sélectionnez, vous, cavistes, vos vins que vous allez vendre Alors, est-ce qu'il y a un process Il y a pas mal de process. Le premier, j'appelle ça le process « tu restes à la maison », entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des agents commerciaux qui vont représenter des domaines, plusieurs domaines. Ils ont une carte des vins de plusieurs domaines de France et qui, eux, vous proposent des cuvées. Ils proposent et vous lui dites, voilà, là, il me faudrait, s'il te plaît, un Bourgogne, je chercherais des chardonnays un peu secs, un peu plus beurrés pour d'autres. Est-ce que tu as... Voilà. Donc déjà, il y a ça, il y a eux. Ensuite, il y a les domaines qui peuvent venir à toi. Et après, il y a les événements, comme millésime bio. Millésime bio, c'est en gare, il peut y avoir 200 ou 300 vignerons. Et là, l'avantage, c'est que... Alors, c'est long. À la fin de la journée, on est fatigué parce qu'on a le palais un peu chargé. Mais au moins, vous dégustez toutes les régions et vous avez une connexion avec les vignerons ou l'un des représentants du domaine. Et ça, c'est hyper important. Parce que pour moi, la sélection d'un vin, ça se fait au feeling avec son créateur. Pour moi, le vigneron, c'est vraiment un créateur. Des fois, on me demande si tu peux comparer un vigneron, je dis, un vigneron, il a une recette, comme un chef cuisinier. Sauf que la différence, c'est que le vigneron, lui, il donne vie à sa matière première en même temps. Il donne vie, mais sans contrôler la nature. C'est-à-dire qu'il va accompagner la vigne, il va accompagner la nature. C'est la vigne qui aura toujours le dernier mot, qui voudra exprimer son vin comme elle le souhaite. Et ça, c'est respecter son terroir, garantir la signature de son terroir et sa patte personnelle en tant que vigneron. Voilà. D'accord. C'est un boulot très technique et très compliqué là-dessus. Mais pour moi, c'est ça. Ok. Et moi, j'ai en tête le caviste qui a toujours une histoire à raconter sur une cuvée, sur un style de vin, Est-ce que toi, tu aurais des histoires comme ça qui t'ont marqué, des côtés un peu fun fact, peut-être Alors moi, j'en ai pas mal qui m'ont marqué. En fait, ce que j'aime bien, c'est que ça s'est un peu plus démocratisé là-dessus. C'est-à-dire que il y a des étiquettes de vin qui sortent un peu des sentiers battus des fois, qui sont petit à petit. Il y en avait une, c'était sur un Châteauneuf du Pape. C'était une étiquette avec juste une trace de griffe rouge comme ça, quoi.
Donc, il n'y a pas de titre, il n'y a rien. Tu dis, mais... Le domaine de Villeneuve. Voilà, domaine de Villeneuve. Cuvée la griffe. Tu fais, mais... Pourquoi il y a rien qui est écrit dessus. Donc, les gens me demandaient et tout. Donc, moi, des fois, je rigolais avec le feeling. Je dis, en fait, voilà, c'est le vigneron, il était fan de son chat. Le chat est parti. Il l'a mis dans la cuve. Les gens me regardaient comme ça et tout. Je dis, mais non, c'est pas vrai. En fait, la griffe, c'est une technique d'agriculture qui permet entre les vignes, ce qu'on appelle le griffonnage, d'aérer les sols, parce qu'en fait, ton vin, tout part de ton sol. Tout part de ton sol. C'est la matière, la base de la base, quoi. Donc voilà, c'est ces étiquettes atypiques où le petit challenge en tant que caviste quand tu vends, c'est de le tourner sur une bouteille qui coûte vers les 28 balles. Donc pour beaucoup de gens, c'est quand même un prix qui est déjà assez onéreux. Ça commence à être un budget, pour un vin, voilà. Et l'étiquette, elle est soit moche, soit à l'ancienne. Donc, forcément, toi, tes clients, tu vois ça te... Ouais, mais pourquoi, en fait? Je préférais plutôt un esprit classique ou un truc plus joli comme ça. Pourquoi? Et donc, tu l'expliques. J'en ai un, par exemple, c'est très vintage, ça fait très vieux, mais c'est Clos-Cibonne. Voilà, Clos-Cibonne, au Pradé, à côté de Toulon, sur du Tibourin. Et je leur dis, mais attendez, ça, c'est un cru classé. Depuis les années 1952, un des rares crus classés de Provence. Le Tibourin, cépage autochtone, j'ai dit que en cuve inox, c'est un côté compoté, les épices. Donc au début, le client, il est là, puis au bout d'un moment, il dit, allez, ok, je vais vous suivre. Je dis, vous allez voir, c'est hyper limpide, il n'y a pas de tanin ou peu, c'est un peu acidulé, vous verrez, mais c'est vraiment une bombe sur le poivre et tout. Et les gens, ils reviennent, et ça, pour moi, c'est le mieux que de vendre juste une bouteille comme ça, que c'est facile. Là, au moins, le mec, il s'est laissé écouter. Enfin, il vous a écouté, il vous a fait confiance, et derrière, il est conquis. Et là, ça devient limite votre pote, quoi. Et ça, c'est un truc que j'ai même retrouvé en tant que sommelier en étoilé. C'est-à-dire que les gens, au début, ils te regardent, ils sont comme ça. T'as l'impression que ça se lit sur leur visage en mode « te manque pas, Minot. Hein. » Tu vois, tu dis, ouais, tu leur fais goûter, et là, dès qu'ils adorent, c'est bon, quoi. C'est parti. Tu parlais de tanin, tu parlais de cépage. On arrive à la thématique du jour, du coup, tous ces termes. Ces termes. Vous, les cavistes, vous avez des termes. Ouais. Tanin, on parlait de tanin. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que sont les tanins? Alors, c'est vrai que nous, les cavistes, on a nos termes de boulot comme chaque profession. Alors, c'est pas plus technique que quand un médecin vous parle avec les termes médicaux. J'en sais pour quelque chose. Mais c'est vrai que parfois, on a trop tendance, par habitude, à dire que des termes, mais le client ne comprend pas, et c'est normal. Donc, je pense qu'il faut vulgariser, entre guillemets, le monde du vin pour que les gens puissent comprendre. Parce que sinon, ça fait vraiment trop cercle fermé. Le tanin, ce n'est pas comme la minéralité ou quoi, ce n'est pas un goût, c'est une sensation en fait. Le tanin, c'est ce qu'on trouve naturellement dans les vins, notamment qui est bien présent dans le vin rouge parce qu'il reste plus longtemps avec la pellicule de la peau aussi, et ça va avoir un but où ça va assécher la langue. Moi, on me disait, c'est comme la langue de chat. Alors, c'est un peu bizarre de dire aux gens... Ce côté un peu sec. Voilà. Sur les vins rouges un peu puissants. Voilà, c'est sec, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est ce côté. Ça laisse... Le tanin va se déposer sur votre palais, va apporter un côté asséchant, là ou sur les côtés. Mais le tanin va apporter aussi une structure à votre vin. C'est-à-dire que ça va éviter que votre vin soit trop mou. Plat, voilà. Okay. Il faut... Les gens, ils disent la langue de chat, mais c'est difficile de dire à un client... Vous avez déjà touché la langue de votre chat? Tu vois, c'est un peu chelou, quoi. Je l'ai fait, personnellement. J'ai eu plein de chats dans ma vie. Moi, je vois souvent ça, le tanin, pour voir quelle est sa fonction, il faut voir ça un peu comme un muscle. Voilà. Le tanin, c'est celui qui va apporter un structure du vin. Voilà, un peu de structure. Ça va éviter que votre vin, il va être trop... Alors, ça veut pas dire que les vins non tanniques sont plats, hein, parce qu'il y a plein de combinaisons qui rentrent en jeu là-dessus. Mais en gros, le rôle du tanin, c'est ça, quoi. Ok. Pour toi, le terme le plus mal interprété? Voilà. Alors, j'en ai deux. J'y ai réfléchi et j'en ai deux qui sont basiques, simples, mais une fois sur deux, c'est sûr que le client, il me coupe la parole, il me reprend de voler. Je dis non, mais laissez-moi finir et je vous explique. Le premier, c'est fruité. Voilà. Les gens, ils me disent, un vin fruité. Je veux un vin fruité. Oui.
Ben, en fait, le vin, c'est issu d'un fruit, donc forcément, c'est fruité. Mais quand ils disent ça, c'est qu'ils disent qu'ils veulent un vin où on sent des saveurs un peu fruits du verger, poire, ces côtés un peu plus fruités, sans être sucré. Parce que à l'inverse, des fois, quand je dis à un client, c'est un vin fruité, ah non, je veux pas un vin sucré. Hein. Parce que fruité égale sucre. Ouais. Dans la tête du client. Dans la tête des gens, fruité égale sucre. Pas tous, mais dans beaucoup. Comme rond égale vin sucré pour certains. Des fois, je dis, oui, il est sec, oui, mais il est rond. Ah mais non, mais je veux pas sucré. Je dis non, mais ça n'a rien à voir. Quand on parle d'un vin rond ou ample ou gras, ça c'est les paliers, c'est de la texture. En fait, voilà, c'est rond, ça va caresser légèrement le palais, ça évite que ce soit trop fluide. Je leur dis par exemple, buvez un verre de lait, buvez un verre d'eau. Vous mettez juste le goût de côté, vous voyez juste sa texture. Le verre d'eau, c'est fluide, ça passe tout seul, c'est sec. Le verre de lait, c'est plus opulent, donc c'est rond, c'est ample, voilà. Mais souvent, les gens, ils se trompent là-dessus. Et ils me disent, ouais, fruité. Donc, il y en a qui ont la version du fruité, qui veulent du sucré ou un peu, d'autres qui veulent du sec, mais qu'on sente un peu. Donc, il faut savoir jongler avec les mots là-dessus. Donc, fruité, pas nécessairement sucré. Non. Ok. Non. Moi, je connais des vins. Tu peux nous donner un exemple d'un vin fruité qui n'est pas... Le Viognier. Le Viognier, par exemple, c'est un vin qui est parfaitement fruité. Le Viognier, c'est vraiment l'essence du fruit du verger à l'état brut, quoi. On a ce côté poire, on a ce côté floral qui ressort. C'est un peu gourmand. Ça pareil, un vin qui est gourmand, c'est que ça penche légèrement vers l'horizon de la sucrosité sans l'être. C'est une sensation. Voilà, c'est une sensation, mais ça ne l'est pas. Donc le Viognier qu'on peut retrouver sur des appellations comme Condrieu. Voilà, comme Condrieu par exemple, qui est pour moi l'appellation la plus représentative, la plus célèbre sur le Viognier. Mais on a ces esprits-là. Après, on peut avoir, sur certains chardonnays, ça peut le faire. On peut faire sur d'autres cépages aussi. Mais le Viognier, je trouve que ça apporte vraiment ce côté... l'image du fruité et généreux. Donc, ce sera rond, ce sera pas sucré parce que ça finit souvent sur le côté, ça peut finir sur de l'acidité ou de l'amertume. Mais voilà, pour moi, c'est ça. La minéralité. Un blanc minéral. C'est un terme qu'on entend beaucoup. Et qui peut être mal utilisé, je pense. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement la minéralité dans un vin? Qu'est-ce que c'est? Alors, la minéralité... Pour l'anecdote, il faut savoir que dans les vins, au début, quand vous allez arriver en formation, on va vous parler de ces termes et vous allez avoir un peu du mal à comprendre. C'est-à-dire que les profs, ils vont vous dire ils vont vous dire avec leurs mots, ça va pas être hyper... Nous, on avait un prof de terroir, il nous disait... vous avez déjà léché un caillou? Voilà, lécher un caillou. J'ai dit, mais non, j'ai pas léché de caillou, quoi. J'ai beau avoir touché la langue de mon chat, par but expérimental. T'as pas léché de caillou. Tu cut, hein. mais pas léché de caillou. En fait, la minéralité, pour moi, c'est à la fois un goût, mais aussi une sensation. Un vin qui sera minéral va apporter un côté un peu pierre à fusil, iodé, vif. Ça sous-entend un vin qui va être tendu, en fait. Donc, qui va être bien sec. Quand tu parles de tension, il y a aussi ce côté acidité. Oui, ouais. Bien sûr. Mais ça aussi, c'est un terme que si tu le dis aux clients, ils vont entendre, et c'est dingue, hein, mais ils vont entendre le mot acide, ils vont bloquer dessus. Ça fait peur. Oui, ils vont penser à acide, vert, trop. Non, alors qu'on dit le terme fraîcheur. Donc moi déjà, quand je dis fraîcheur, je dis oui, en fait, c'est l'acidité, mais il y a plusieurs paliers. Voilà. D'accord. Donc la minéralité, ça se joue sur un vin qui aura de la fraîcheur, donc de l'acidité, de la tension et des saveurs iodées, voire un peu silex, pierre à fusil. Pour moi, le côté silex, pierre à fusil, après, ça aussi, chacun a son palais, chacun a sa sensibilité là-dessus, sa perception des sens. Pour moi, le côté un peu silex, c'est un côté légèrement un peu fumé. Comme des fois, ça me rappelait limite une petite touche d'herbe provençale qu'on fait bien cuire à la poêle. Voilà, ce petit côté-là légèrement. Pour moi, voilà. Ok. Je pense qu'on a fait le tour sur les termes. On a parlé de minéralité, on a parlé de tanin. On peut parler de la sucrosité pour terminer avant de passer sur la dégustation à l'aveugle. J'ai un petit jeu pour toi. La sucrosité dans le vin. On rajoute pas du sucre dans le vin. Comment on peut la trouver naturellement, cette sucrosité?
Sa sucrosité. Est-ce qu'il y a des techniques pour avoir un vin Ouais, il y a des techniques. Chaque région a plus ou moins sa technique. Il y en a, par exemple, un des plus connus, on va dire à Bordeaux. Vous avez le château Yquem et tout. Donc là, ça va être des vins qu'on va laisser. Voilà, c'est des vendanges très tardives, c'est-à-dire qu'on va laisser le raisin maturer sur la vigne le plus longtemps possible, jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'on appelle une sorte de pourriture noble qui s'appelle le botrytis. C'est un champignon qui va attaquer le raisin, et les raisins ils vont se réduire petit à petit. Donc en fait, vous aurez moins de jus, mais vous aurez un truc tellement gorgé en sucre que derrière, avec la vinification, ça va apporter beaucoup. Donc c'est un champignon qui se développe sur la baie, sur le raisin. Qui se développe sur le raisin, et le raisin va réduire. Ça ressemble. Je vais pas dire que ça ressemble à que dalle, mais la grappe, quand vous la prenez, vous dites wow, c'est ok. Et en fait, après il y a du tri. Château Yquem, c'est réputé pour faire plusieurs vendanges, c'est-à-dire qu'ils repassent quand on est au bon moment, ils sélectionnent à la main, ils trient derrière, c'est pour ça que les bouteilles sont chères aussi, mais derrière on a un rendu qui est exceptionnel, quoi. On va avoir vraiment un goût miel, beurré, ça c'est dû à l'élevage derrière, mais voilà, on a ces techniques-là, on a d'autres techniques où c'est du passerillage, où ils font vieillir sur de la paille, et pareil, dans un raisin, vous avez de l'eau et de l'acidité, ça va se réduire et ça va faire du sucre. Pour la faire courte, en gros, voilà, mais il n'y a pas d'ajout de sucre ou quoi que ce soit dedans. Voilà, c'est en gros, laisse maturer, laisse vieillir tes grappes le plus longtemps possible, des vendanges tardives, et derrière, tu feras du vin sucré. Et on gagne en sucrosité, du coup. On gagne en sucrosité, voilà. Ok. Bon, j'espère que ça a servi d'expliquer ces termes. C'est des termes un peu génériques qu'on utilise et qu'on entend aussi beaucoup. C'est cool d'avoir mis des mots sur ces termes. Je te propose de passer une petite dégustation à l'aveugle. Allez, parti. On va compliquer un peu le jeu. On va se faire une dégustation à l'aveugle, donc tu connais pas les vins. Ok. Mais par contre, je vais te les faire déguster dans des verres noirs. Et tu ne verras pas la couleur non plus du vin. On passe à la dégustation à l'aveugle. Donc le but du jeu, déjà, j'aimerais avoir ta sensation, ton ressenti sur ces vins. Pas un truc trop technique, pas trop compliqué. La couleur, surtout dans un premier temps. Si tu peux me trouver cépage. Donc quand on parle de cépage, un cépage, qu'est-ce que c'est ? C'est la variété de raisin. La variété de raisin, ouais. Le style de vin, la région. Je te laisse commencer par celui que tu souhaites. Allez, on va faire celui-là. Donc, à savoir que votre œil, il influence à 80%. Donc là, t'es perdu. Ça paraît bête comme ça, mais tu peux vraiment te faire bananer sur, tu crois que c'est un rosé, finalement c'est un blanc, et vice-versa. C'est assez complexe. C'est pour ça que, comme je dis aux clients, chez un caviste, chez un professionnel, ne vous fiez pas forcément à l'étiquette, fiez-vous au conseil. Ça, c'est important. Ils ont fait des études en Allemagne là-dessus. Vous avez fait goûter 2 vins, un Gevrey Chambertin et un Reflet de France, par exemple. Les gens se disent « Ah, putain, ils sont bons !» Mais bon, le Gevrey Chambertin est meilleur. Et le mec, il dit « En fait, celui avec l'étiquette Reflet de France, c'est le même vin. » C'est génial. Voilà. Mais en fait, voilà, il y a tout qui... C'est pour ça qu'il faut toujours être curieux. Donc la vue influence... La vue, ça influence à balle. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Quand tu croises une personne, le premier truc qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire une idée, s'observer, se faire une idée sur le caractère social, comment il est habillé, quel dégaine il a, et compagnie. Alors que le plus intéressant, c'est de prendre un temps avec cette personne, parler, communiquer, échanger, et là, tu apprendras tellement sur plein de choses. Donc là, c'est pareil pour le vin, quoi. Il faut vraiment être curieux, voilà. Le vin, faut vraiment être curieux. Être fermé sur moi j'aime telle appellation ou tel truc, pour moi c'est une grosse erreur. Faut vraiment être curieux parce que il y a des pépites. Bon allez, ça c'est de l'eau, c'est facile, c'est de l'eau. Voilà, il a voulu me bananer, c'est de l'eau. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment. À consommer avec modération. Restez raisonnable et. Celui qui boit, c'est celui qui ne conduit pas, ou celui qui conduit, celui qui ne boit pas. Enfin, vous m'avez compris quoi. Alors. Et tu vois, là, c'est dingue, je perds tout mon sens. Déjà, au nez, j'ai du mal vraiment à sentir l'intensité de quelque chose. Alors que si j'ai un visuel que c'est du blanc, par exemple, je vais me dire, je vais chercher par automatisme, ton cerveau, il va chercher, dans le blanc, ça peut être minéral, ça peut être ci, ça peut être ça. À savoir que la minéralité, vous le trouvez aussi dans le rouge, pas que dans le blanc. Bon.
Ça a l'air d'être un vin qui est un peu sec, vif comme il faut. Allez. Putain. C'est pas simple, hein. Ouais. Au début, à la première, déjà comme sensation, j'ai un vin, j'ai pas de tanin. Moi, voilà, là, on part sur un exercice de savoir ce que c'est. Il est différent quand tu es en dégustation, que t'as pas un verre en noir et compagnie. Hein. Mais là, déjà, je me dis, j'ai pas de tanin. Il y a de l'acidité, mais c'est modéré. C'est pas trop tendu pour moi, c'est juste ce qu'il faut. Quand c'est vraiment très tendu, ça attaque vraiment les côtés et hyper tendu, ce qu'on appelle un vin ciselé, vous allez limite avoir la mimique de fer. Un peu comme sans le goût, mais la vivacité, comme si vous choquez un citron, quoi. Là, on a un petit volume, de la fraîcheur, du fruit. Au début, j'ai failli dire que c'était un rouge, mais Donc tu pars sur quoi? il y a... Comme le nez, c'est toujours intéressant, donc goûter une deuxième fois. Là, une deuxième fois, en faisant rétrofaction, j'ai plus de minéralité, j'ai plus d'acidulé. Je pars sur un blanc. Petite parenthèse, rétro-olfaction. On revient un peu. Sur ce terme, explique-nous la rétro-olfaction. Alors, la rétro-olfaction, c'est... Simplement... ça va être une technique, en fait, quand vous avez le vin dans la bouche, d'aspirer légèrement, de faire... Comme ça apporte un peu plus d'air et vous expirez en même temps, ça remonte vers vos naseaux. Ça vous permet en gros, d'ouvrir et de décupler un peu plus les saveurs que vous avez en bouche. Voilà. Et du coup, c'est comme une sorte d'aération, pour la faire courte. D'accord. Voilà. Okay. Donc, c'est pas un effet de style ou... Non, c'est un truc qu'on fait par mimétisme. Si vous faites juste comme ça, vous buvez. Et si vous faites une rétro-olfaction après, vous allez voir qu'il y aura une différence, vous aurez plus d'intensité aromatique. Les saveurs, je trouve, s'exprimeront beaucoup plus. Voilà. D'accord. Bon, après, il y a des vins, tu peux aérer, tourner, tu dis purée, il se réveille pas, quoi. Il s'ouvre pas. On sent qu'il y en a qui peuvent être plats. C'est pas son cas. Lui, je trouve qu'il y a une jolie tension. Donc la couleur, tu partirais sur quoi? Alors, la technique, c'est que vous dites à votre mental de fermer sa gueule, parce que là, je commence à partir un peu partout. Là, je doute. Un peu comme tu es dans un labyrinthe, que tu es dans le noir et que tu trouves pas la sortie, tu doutes. Putain. Ma première impression, c'était du vin rouge. Après, je suis parti sur du vin blanc. C'est un exercice réellement compliqué dans un verre noir. C'est un exercice complexe. J'avoue que le dernier que j'en ai fait, c'était il y a 3 ans, parce que je suis pas un pro de dégustation, de savoir tel ou tel truc. Ça, c'est comme du sport. Hein. Ça s'entraîne tous les jours. Donc, vous pouvez faire des blind clubs, qui sont des endroits, des bars à vin où il y a des concours, comme ça, il y a des jeux. On essaie de savoir ce que c'est. Et sinon, c'est vous entraîner à beaucoup de dégustations. Avec vous n'êtes pas obligé modération. avec modération. Mais de toute façon, une dégustation, là, on le fait comme ça, mais à la base, vous recrachez derrière. Une dégustation pro, vous n'avalez pas. Vous recrachez, parce que il faut pas finir pété, quoi. Alors, vous dégustez 40 vins, vous pouvez en avaler un de temps en temps, mais voilà. Bon, revenons à nos moutons. Allez. Sérieux, vas-y. Et là, on a un fond de vin. Hein, mais... Même la couleur, on la voit pas, là. Tu vois, même la couleur, on la voit pas, quoi. On sait pas, là. Là, c'est hyper... Ne cherche pas à tricher. Bon verdict. Je peux goûter l'autre ou pas? Ou il faut que je... Non, faut que je sorte... Pas là. Il veut tricher, il cherchait la couleur. Je reste sur le blanc, ça a la vivacité. Je dis que c'est pas un Sauvignon, parce que ça n'a pas le côté végétal. Je dis...
Bon, je vais dire ça, mais c'est pas ça. Je vais dire un petit chenin de la Loire. Mais putain, il y en a tellement. Bon, je dirais chenin de la Loire, un petit Vouvray. Voilà, pour le premier. Mais je suis sûr que c'est du rouge en plus. Ah là, ça fait douter. Vous avez la réponse à l'écran. Hein. Oh d'accord, les mecs, ils vont se baffrer avec des likes. Oh le zboob. Le caviste. Bon. Je te laisse découvrir le deuxième vin. Le second. Déjà, celui-là, il communique plus au nez. Ça aussi, tu vois, je peux pas faire le tourner trop fort parce que je sais pas si ça saute ou pas. Tu vois pas le vin, c'est un fond. Hein. Là, ça va avoir plus de fruits rouges. Qu'est-ce qui diffère des deux vins? Instantanément, pour toi, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Ouais, c'est bon. Là, je sais. Ce qui diffère des deux vins, c'est que on a la même finale, on a de la fraîcheur, on a de la tension, on a de l'acidité, sauf que là, j'ai une saveur qui trompe pas, c'est que j'ai une saveur de fruits rouges assez prononcée. Je retrouve un peu ce côté légèrement prune. Vous savez, les prunes que vous avez chopées sur les arbres de chez vos grands-parents ou de chez vous, va savoir, et que vous croquez, qui manque de maturité, donc qui manque de sucrosité. On a une légère acidité qui s'y dépose, et derrière, on a le tanin. Donc là, c'est du vin rouge. Okay. C'est du vin rouge. Bonne chose, déjà. Donc, il y a un peu de mâche. Ça, la mâche, je trouve que c'est toujours un peu snob, mais en fait, ça apporte de la structure à votre vin, de la matière. Donc, on a le tanin, la mâche, voilà, on en a une texture, on a une belle fraîcheur, on a vraiment le côté du fruit. Une région qui te instille. Je dirais pas que c'est un vin qui a de l'élevage en fût. Je dirais vraiment on a ce côté inox. Putain, ça reste bien marqué sur le fruit noir. Ça peut être facile une Syrah du Nord, comme des petits Gros Hermitage. Ouais, ça peut être sympa ça. Putain. Allez, je dirais Syrah du Nord, Gros Hermitage. Il y a une intensité alcoolmétrique que je sens qui est quand même là, enfin qui reste en finale. Donc je pourrais dire que ça peut être un vin qui pourrait taper vers les 13,5. Donc ça, c'est quoi? C'est un indicateur sur la région, du coup, ouais, l'alcool c'est ça que tu pars un peu dans le sud. Ah, c'est sûr que si tu dis que c'est un vin qui tape 15, tu peux effacer quasi tout le Nord. Après, il y a toujours des petits cas à part, mais bon, voilà. Il y a encore que j'en connais pas dans le Nord, et tu peux te jeter sur le Sud, notamment l'une des régions les plus chaudes, les vallées du Rhône Sud, méridionaux. Voilà, sur les Châteauneuf-du-Pape, avec les réchauffements climatiques. Le plus fort que j'ai goûté, il était à 16,5 en rouge. Bon, voilà. Vous prenez pas ça quand il fait 45 degrés à l'ombre en plein été, parce que sinon c'est parti. Mais là, je dirais 13,5, parce qu'il y a la fraîcheur qui me bloque un peu. Donc, je dirais que c'est un vin qui est assez juvénile, qui est pas si vieux que ça. Donc, je dirais un 2023. Peut-être même 2024. Voilà. Gros Hermitage rouge. Le domaine. Non, le domaine, ça par contre, c'est plus détaillé, plus technique. Le domaine. Non, c'est pas David Reynaud. Là, je sais pas. Le domaine, je peux pas. Franchement, là, je pourrais pas vous dire. C'est pas de la Syrah. C'est pas la Syrah, putain, c'est pas la Syrah. Bon, ta logique et ton raisonnement est super intéressant sur ces deux vins. Je vais te montrer les bouteilles maintenant. Allez, ça va. Tu vas découvrir un peu ce que tu as bu. Roulement de tambour. Est-ce que l'Yvelines est une brêle? Apparition des bouteilles dans 3, 2, 1, apparition. Alors, on était chez Revelette sur le blanc. Déjà, je me suis pas planté dans la couleur. Ouais, tu t'es pas planté sur les couleurs. Mais j'ai des palettes sur la même région. Sur Sartène. Okay. Cotodex et Corse. Santarmetou 100% 100% Chacarel. Ok. 100% de Chacarel. Et là, on est sur Carignan blanc en majorité et Uni blanc. Ok. Donc Château Revelette, on est à Jouques. Très joli Cotodex à Jouques. Et l'autre, on est entre Ajaccio et Bonifacio
Donc dans le sud-ouest de la Corse, ouais, c'est très beau ça. C'est bon. Et les deux sont magnifiques. C'est des jolis vins. Ouais. Putain, moi j'étais parti dans le nord, alors pas du tout. Pas du tout. Voilà. Entraînez-vous à Bâle et. Comme quoi, même sur Jouques, on n'est pas très loin de la maison. On peut avoir de la fraîcheur sur les vins blancs et. Ouais, et puis Peter Fischer, il a un super terroir. C'est vraiment, en plus, on sent qu'on est en altitude, encore plus. Et Pur, c'est vraiment une gamme. C'est chouette. Qui joue bien. Ouais. C'est en rouge, en Grenache, qu'en 2007, j'ai découvert Château Revelette. Un restaurant sur Jouques. Ça a été mon coup de cœur là-dessus. Ouais. J'aime beaucoup aussi. Coup de cœur là-dessus. La Fischer fait, ouais. Et Santarmetu, ouais, c'est. Bon ben voilà, top. Désolé les vignerons. Hein. Déjà j'ai trouvé les couleurs, c'est déjà bien. On peut retrouver où ta sélection Ça je l'ai à la boutique. Ok. Santarmetu, je l'ai pas encore. Mais sélection, vous pouvez me retrouver dans le Pays d'Aix. On a 3 magasins, l'Émile, le Tolonais et Lignane. Moi, je suis à celle de Lignane, donc c'est juste avant Saint-Cana. On est à 1400 références, donc on a beaucoup de sélections en vin et en autres alcools. On est là du mardi au samedi, on continue de 9h30 à 19h. On fait des événements. On approvisionne des mariages aussi pour l'été. Et voilà, vous êtes bienvenus à la cave du vigneron avec un groupe de passionnés, de pros, et on vous accueille. Chouette sélection. Avec grand plaisir, ouais. Chaque sélection, c'est le plus vieux caviste du Pays d'Aix, c'est-à-dire qu'il date de 1978 à la base. Et D'accord. C'est pas une franchise, c'est le même propriétaire, monsieur Stéphane Jean. Voilà. Ok. Le mot de la fin, le conseil que tu as donné à quelqu'un peut-être qui se pose des questions sur une reconversion dans le monde du vin, comment aujourd'hui on peut s'alimenter Alors, déjà vous avez les réseaux sociaux, sur YouTube vous pouvez trouver pas mal de gens qui vous expliquent l'univers du vin, qui vous font des dégustations, ils vous expliquent les termes. Ça, après il faut de la curiosité. Donc je vais pas vous dire buvez, mais goûtez beaucoup. Faites-vous votre palais, buvez à des moments aussi, mais après vous restez à la maison, vous prenez pas la voiture. Après il y a des formations. Vous allez à l'IFCO, c'est l'une des écoles dans le coin qui est les plus compétentes là-dessus. Sur Marseille, Paris aussi, il me semble. Il y a Paris. Après, vous pouvez faire Suze-la-Rousse, qui est dans la région, qui est l'école numéro 2 au niveau national. Après, vous en avez plein d'autres. Vous allez à Mâcon, vous en avez plein. Mais franchement, ouais, pour commencer, avant de faire un centre de formation, intéressez-vous au vin. Et goûtez un monocépage. C'est-à-dire que vous prenez une bouteille issue d'une seule variété de raisin. 100% Syrah, 100% Pinot Noir. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça apporte comme goût? Et idéalement, ça vous demandez un caviste. Je voudrais un vin en monocépage, mais en cuve inox, pas de fût. Parce que le fût, ça va apporter une complexité. Ça peut être aussi un formidable cache-misère, comme on dit. Mais au moins, la cuve inox, vous avez le goût pur du raisin et du terroir. Donc, de la zone géographique où il est fait. Voilà. Merci Livonne, c'était un plaisir, c'était cool. Je précise qu'il n'y a aucune collaboration derrière le choix des bouteilles, mais vous, amis vignerons, amis agents, si vous souhaitez pour les prochains épisodes nous faire part de vos bouteilles pour des dégustations comme ça à l'aveugle, ça peut être sympa. Donc merci Famille Fischer pour ce vin. Moi je suis un grand fan. Un grand fan de ce blanc. Et Santarmet aussi, de jolies quilles. Content de t'avoir piégé. On se dit à une prochaine. Et nous, on va aller manger un bout. Et n'oubliez jamais, boire un canon, c'est sauver un vigneron. Salut.